Voilà, très heureux de vous retrouver dans cette deuxième session de votre parcours de formation. J'espère que votre fin de matinée s'est bien déroulée, que vous avez pu travailler très consciencieusement comme vous le faites toujours. Lors de la première session, nous avions détaillé ensemble les parcours possibles pour un collégien d'atteindre les plus hauts niveaux de diplomation et de certification. C'est déjà vu la différence. Aujourd'hui, avec notre expert qui est à mes côtés, Jean-Marc Petit, délégué général de RENASUP, nous allons pour certains découvrir Parcoursup et pour d'autres actualiser leurs connaissances. Vous savez que Parcoursup était devenu, pendant les périodes électorales, un enjeu politique. Haro sur Parcoursup. En cette occasion, mais pas que, nous entendons les pires sottises au sujet de Parcoursup. La première mission de Parcoursup est de mettre en adéquation des places disponibles dans des formations post-bac par établissement et des vœux de jeunes issus de terminale ou en réorientation. Mais nous allons voir que Parcoursup, c'est beaucoup plus que cela. D'abord, c'est un outil du ministère de l'Enseignement supérieur, donc du gouvernement, qui peut opérer de la discrimination positive. Par exemple, favoriser les élèves boursiers, privilégier des profils de jeunes issus de certains types de bac. Nous verrons qu'il existe un quota de jeunes issus de bac techno pour entrer dans les bachelors universitaires de technologie. Puis nous explorerons ensemble les nombreux renseignements qui sont venus enrichir progressivement la plateforme au fil des années. Je suis certain que vous allez être surpris par la quantité d'informations ouvrant à une grande transparence à condition d'être initié. C'est en cela que Parcoursup est devenu un outil d'orientation à la main des élèves et de leurs familles, mais avec la nécessité d'être accompagné par vous, chers stagiaires. Il ne faut pas attendre l'année de terminale pour prendre connaissance de Parcoursup. C'est la raison pour laquelle nous avons inscrit ce module dans votre parcours de formation. Vous qui êtes, par exemple, professeur principal de troisième ou parent d'élèves en charge de l'orientation et de l'accompagnement, et que vous allez vous lancer dans un parcours d'au moins 6 années pour des jeunes, entre la sixième, du bac-3, de la troisième, pardon, du bac-3 au bac+3, il est donc nécessaire de comprendre ce qui se passe au milieu de ce parcours. Le montage que nous allons utiliser comme support est très complet, avec de nombreuses copies de pages d'écran du site parcoursup.fr, qui ne seront sans doute pas possibles de lire en direct, mais comme d'habitude, cette ressource sera disponible dans votre espace de travail. Ce qui est important au cours de l'heure qui vient, c'est de comprendre la philosophie du dispositif. Si vous l'utilisez ultérieurement, avec des élèves par exemple, merci de laisser la source RENASUP et la source de notre action de formation. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat comme d'habitude. Elles seront reprises soit en cours de séance, soit à la fin de séance, soit dans les espaces de travail. Enfin, je rappelle que nous aurons un module supplémentaire d'accompagnement lors de la troisième session et que vous pourrez utiliser d'autres supports que l'on va vous suggérer. Entrons donc dans le vif du sujet. Allez, on prend connaissance du processus annuel que va nous décrire Jean-Marc en 4 phases. Alors, en effet, en route vers l'enseignement supérieur, accompagner les jeunes dans la phase des vœux. C'est cette première session sur Parcoursup, puisqu'une autre vous attend au mois de mai. Mais effectivement, la phase des vœux. Pourquoi la phase des vœux? Parce que le processus Parcoursup se fait en 4 phases. La première phase, celle des vœux, va du 18 janvier, la semaine prochaine, au 8 mars. Mais ils peuvent déjà consulter. Jusqu'au 1 avril, vont remonter un certain nombre d'éléments issus des académies, des établissements et des candidats eux-mêmes. Et ça, c'est très important. Et puis, du 14 avril au 22 mai, les établissements d'accueil vont classer, ou pas d'ailleurs, les dossiers qui vont leur arriver. Et puis, à partir du 1er juin, eh bien, les jeunes vont prendre connaissance des retours sur leurs vœux. Et ils vont devoir, à ce moment-là, peut-être pour la première fois de leur vie, prendre une décision qui les engagera réellement pour la suite.
Alors, première phase maintenant. Alors, la première phase, c'est la phase de formulation des vœux. Elle va du 18 janvier au 8 mars. Et dès maintenant, d'ailleurs, ce que je vous dis est consultable sur Parcoursup. Alors, avant de formuler des vœux, d'ailleurs, il vaut peut-être mieux réfléchir un peu à l'environnement. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a un certain nombre d'informations qui existent, qui sont à disposition et qu'on peut peut-être un peu consulter avant de rentrer directement dans les vœux. Par exemple, quelles sont les grandes tendances du marché du travail à moyen et long terme, puisque ceux qui vont entrer dans l'enseignement supérieur vont à un moment ou à un autre entrer sur le marché du travail. Et par exemple, les études de France Stratégie, l'enquête métier 2030, peut vous apporter des informations très intéressantes. Vous voyez là, alors je ne vais pas rentrer dans le détail naturellement, de toute façon, vous aurez le document et un lien vers, donc vous aurez ce diaporama et un lien vers le document, le rapport et la synthèse du rapport sur les métiers, des slides de ce type-là, où on voit apparaître les endroits où vont se créer des postes, où des postes vont se libérer parce qu'il y aura beaucoup de départs à la retraite, où des postes vont être en tension parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens pour l'instant qui sont formés sur ces postes. Alors, il ne s'agit pas, en revanche, de dire, voilà, il faut aller directement là où il y aura des postes. Non, bien sûr, il faut tenir compte de la réalité du jeune. Donc, on n'est pas dans une logique adéquationniste. Mais naturellement, l'idée, c'est de donner des points de repère, faire émerger des opportunités et que les jeunes puissent se dire « Tiens, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que ça m'intéresse et apparemment, il y a de l'emploi. » Ou au contraire, bon, j'irais bien vers ça, mais manifestement, il n'y a pas forcément d'emploi. Voilà premier élément de contexte dont il faut quand même prendre connaissance. Deuxième élément de contexte, c'est comprendre comment s'organisent les études. Alors, je n'y reviens pas puisque c'était tout l'objet de la session précédente et vous pouvez récupérer d'ailleurs le diaporama de la fois dernière, même son enregistrement, je crois, sur le portail de la FADEC et sur le portail de l'orientation d'enseignement catholique. Alors, il faut s'informer, bien sûr, sur le système, avoir une idée des emplois, mais aussi, bien sûr, s'informer sur les formations elles-mêmes. Et pas seulement les formations, mais aussi les établissements qui les proposent, parce qu'une même formation ne représente pas du tout la même chose d'un établissement à l'autre. En tout cas, peut représenter quelque chose de très différent d'un établissement à l'autre. Donc, bien sûr, s'intéresser au contenu de ces formations, aux débouchés en emploi, aux poursuites d'études qu'elles permettent ou pas, les profils que ces formations recrutent ou pas. Pas la peine de gaspiller des vœux si on est totalement à côté des profils recrutés. Et puis, évidemment, aller s'informer sur les salons, les sites internet, les portes ouvertes. Mais il n'y a pas que ça. Directement sur Parcoursup, sur les fiches formation Parcoursup, il y a une mine d'informations très souvent sous-exploitées parce que on pense que tout ça fait des formalités et on va faire ses vœux. Alors, on va découvrir la page, lorsqu'on tape parcoursup.fr, on se retrouve sur cette page d'accueil et nous allons balayer un certain nombre de pages pour comprendre où sont les bonnes informations. Voilà. Et avant même de chercher une formation, on vous dit déjà, dans une page introductive de Parcoursup, quels sont les types de formations accessibles sur Parcoursup. En réalité, vous allez trouver sur Parcoursup toutes les formations préparant à des diplômes de l'État ou reconnus par l'État, également un certain nombre de formations menant à des titres RNCP pourvu qu'elles soient en apprentissage. Toutefois, il existe des formations en dehors de Parcoursup et donc, vous voyez avec certains jeunes, évidemment, à quoi ils se destinent et voyons un peu ce qu'il en est. Par exemple, s'ils ont envie d'aller à l'étranger, dans une université étrangère, ce ne sera pas sur Parcoursup. Alors, par exemple, voilà, 2 situations de préparation à un diplôme d'État. Vous voyez, vous avez d'un côté le lycée Jeanne d'Arc à Aulnoy-Aymeries dans le Nord, qui prépare au BTS du champ des services dans la diététique, et l'école technique privée EPSECO, qui est à Valence, et qui prépare également un BTS service diététique. Donc, a priori, c'est pareil, quoi.
Ah, alors Jean-Marc nous demande de chercher la différence. Enfin, certainement pas dans les détails, hein, parce qu'on ne va pas lire les détails, mais est-ce que vous avez repéré un élément déterminant pour montrer que ces deux formations ne sont pas du même type? Allez, 15 secondes, 10, 5, tout le monde a trouvé, je suis sûr. Jean-Marc. Alors, tout d'abord, il ne vous aura pas échappé que, bien sûr, il y en a une qui coûte le double de l'autre. Oui. Ça, c'était le premier élément, mais ce n'est pas tout. Le point majeur, c'est évidemment le BTS contrôlé par l'État pour la formation de gauche, parce qu'il s'agit en fait d'une formation privée sous contrat d'association, et donc il y a bien un contrôle de l'État sur cette formation. Alors, c'est le logo bleu, là, l'hexagone? Exactement. Ah, d'accord. Voilà, c'est cet hexagone, pour deux maths, hein, hexagone, où il est indiqué BTS contrôlé par l'État. Et on voit qu'à droite, il y a bien un diplôme d'État qui est préparé, mais la formation, elle, n'est pas contrôlée par l'État. Ce qui veut dire qu'on n'a pas les garanties de qualité de la formation, on n'en sait rien. Alors, il faut aller se renseigner, ça ne veut pas dire que ce soit forcément de mauvaise qualité, mais il y a quand même un élément de distinction auquel il faut quand même être attentif. Et chaque fois qu'on va aller voir une fiche formation, la première chose qu'il faut regarder, c'est est-ce que c'est contrôlé ou pas par l'État. Donc déjà, vous voyez, on vous donne un premier truc. Hein, on a deux types de formations qui ont le droit, l'une et l'autre, d'être sur Parcoursup parce qu'elles préparent un diplôme de l'État, mais l'une est contrôlée, pas l'autre. Donc, Voilà. Dans toutes les formations contrôlées, on retrouvera justement cet hexagone. Vous aurez vu là-haut, d'ailleurs, d'un côté, il était écrit privé sous contrat d'association, et à droite, il était écrit privé hors contrat. Et c'est ce hors contrat qui explique l'absence de l'hexagone. Alors maintenant, j'ai envie de chercher une formation et on va lancer une recherche de formation. Et comment on peut, dans une liste, se repérer? Alors, donc, j'ai écrit en haut BTS Commerce International, et puis j'ai cliqué à gauche, privé sous contrat, et je vois qu'il y a 66 formations privées sous contrat qui me sont proposées. Alors, voilà ce qui va apparaître, une liste et une carte. Évidemment, la carte me permet de cibler des zones géographiques, mais regardez bien cette liste. Rien qu'à regarder cette liste, j'ai déjà des informations. Je vois par exemple que la formation de Poitiers a un taux d'accès de 82%. Alors, c'est quoi un taux d'accès? Ben, c'est le ratio entre les candidatures et les places finalement. Et donc, en gros, 82% des gens qui auront candidaté à cette formation auront pu accéder à cette formation. Et on voit par exemple que le lycée Sainte-Marie de Lyon, 5e arrondissement de Lyon, eh ben lui, il a un taux d'accès de 41%, c'est-à-dire on a 2 fois moins de chances d'être intégré. Alors c'est à double, évidemment, c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'on peut, c'est à la fois une information qui nous permet de nous situer, on peut imaginer que la formation de Lyon est un peu plus élitiste et s'adresse à sélective, dirons-nous. Alors plus sélective, mais aussi s'adresse à des jeunes qui auront peut-être des ambitions plus fortes dans la poursuite d'études, mais on voit bien là quand même la différence entre les deux déjà à ce niveau-là. Ok, très bien. Alors, nous allons maintenant rentrer un peu plus dans le détail et on va aller un peu plus loin dans notre BTS de commerce international. Alors, je cherche mon BTS international et la première chose que je vais peut-être regarder à droite, c'est déjà connaître finalement les débouchés. Parce qu'avant même de savoir si je veux faire cette formation, il faudrait déjà voir si elle correspond à ce que je veux faire. Tout d'abord, est-ce qu'elle permet, par exemple, des poursuites d'études? Parce qu'un BTS, ce n'est pas toujours si évident. Alors, vous voyez, là, on voit tout de suite que, eh bien, il y a des poursuites possibles en école de commerce, en bachelor, et qu'il y a même dans l'établissement lui-même, et c'est donc une information intéressante pour cet établissement de Poitiers, une formation à accès immédiat, puisqu'elle est dans l'établissement, grâce à un partenariat entre le lycée et l'IUT. On peut aussi accéder à des prépas ATS tertiaires, hein, ce sont des prépas en 1 an après un bac+2, et puis également aux licences de DE. Et puis, on vous parle aussi des débouchés, vers quel métier ça mène. Peut-être que ça vaut le coup de regarder avant de vouloir tout de suite aller chercher cette formation. À quoi, quel type ça mène? Pour prendre
un exemple un peu extrême et amusant. J'écoutais Philippe Cabrivière dans une interview qui disait ah, j'avais fait un BTS commerce international à Marseille, et puis au bout des 2 ans, je me suis dit je ne me vois pas vendre des pneus à l'international, et j'avais un autre profil, je suis parti au Club Med. Bon, voilà, mais peut-être qu'il aurait pu y penser avant plutôt que de passer 2 ans dans une formation qui ne lui correspondait pas et dont les débouchés ne correspondaient pas. Alors maintenant, si je voulais regarder un autre type de formation, on va aller voir du côté des CPGE, par exemple ECG, ECG comme… Alors, c'est la filière économique et commerciale générale. C'est ce qui vient remplacer les anciennes ECE, ECS depuis 2 ans. Donc, c'est pour préparer les business schools. Alors là, qu'est-ce qu'on va avoir comme débouché là? On va regarder le même… Alors déjà, je cherche. Alors, j'ai déjà 2 lycées, donc ça travaille Grand Le Prin, et le lycée Philippine Duchesne à l'ITEC Bois-Fleury. Bon, d'un côté, 82% d'accès, de l'autre côté, 94%. Donc, c'est plus ouvert. Et évidemment, voilà, on vous dit ce qu'on peut faire avec cette ECG-là. Donc, voilà, les écoles vers lesquelles ça mène, alors, je sais, Lyon, etc. Et on vous dit 100% de réussite dans le top 15. Donc, la prépa, finalement, ce n'est pas si risqué puisque tout le monde rentre dans une école. Alors, c'est le top 15. Il y en a d'autres qui vous mettront 100% de réussite dans le top 5. Mais ce ne sera pas exactement la même. Restera à savoir si je suis fait pour ça. Ça démontre quand même que tous les jeunes ont une place en école de commerce, quoi, quel que soit… Ça oui, sauf à envoyer un courrier recommandé pour en avoir, on en aura forcément une. Voilà. Et puis on voit qu'on peut aussi se réorienter vers les IAE, vers les sciences. Et puis on vous parle aussi, après, quand on a fait des écoles, c'est pour travailler dans les RH, dans l'audit, la finance, la communication, le management. Donc, on a regardé du côté des débouchés professionnels. Là, on va regarder comment on présente les formations. On va découvrir la formation et ses caractéristiques. Donc, on va reprendre les mêmes exemples, je suppose, Jean-Marc. Oui, alors on va rester sur les prépas ECG. Alors voilà, on vous dit déjà, voilà les types de cours que vous allez avoir, et ça me permet quand même de voir si ça me correspond ou pas. Il y a quand même 6 heures de langue vivante étrangère, il y a 7 heures d'histoire, géographie, géopolitique, 9 heures de mathématiques. Bon, on voit un peu, voilà, on voit tout de suite ce qui nous attend. Et évidemment, éventuellement, et puis on voit aussi combien ça va coûter, parce que c'est pas neutre quand même. Donc, on voit ici que le frais de scolarité, qui devrait s'appeler contribution des familles, mais ce n'est pas prévu sur Parcoursup, c'est 1 410 € par an, et y compris pour les boursiers d'ailleurs. Il peut être parfois étonnant. Dans certains cas, il y a un tarif spécifique pour les boursiers, souvent. On a repéré l'Hexagone aussi. Voilà. Alors, évidemment, ça encore, c'est une classe prépa contrôlée par l'État. D'ailleurs, pour s'appeler vraiment classe prépa, on est obligé d'être contrôlé par l'État. Voilà. Alors, allons, creusons toujours. Maintenant, on va regarder, parce qu'on a souvent entendu parler de attendu. Alors c'est là que ça devient le plus important, finalement. On a vu un peu comment ça marche, mais finalement, quels sont les attendus et quels sont les critères de classement par la formation? Parce que ça, c'est pas neutre du tout. Donc, ça se passe dans la deuxième puce, si on peut dire, c'est pas une puce, mais le deuxième carré. C'est là qu'on va les critères d'analyse des candidatures. Alors, on va cliquer et puis on va se retrouver toujours dans notre CPGE, ECG. Voilà. Et là, c'est très important parce qu'on va avoir déjà des informations concernant les spécialités, les options de première et de terminale. Vous voyez, par exemple, la prépa ECG, on vous dit, voilà ce qui est conseillé, mais ce qui est conseillé, vous doutez bien que il faut avoir suivi l'enseignement de spécialité de mathématiques, là, dans ce qui est écrit pour l'instant, l'enseignement de spécialité de mathématiques en première générale. Et au moins un de ces enseignements. Mais vous voyez, l'enseignement de spécialité de mathématiques en première. Or, j'ai encore rencontré pas mal de jeunes sur les salons la semaine dernière, pas la semaine dernière, il y a quelques semaines plutôt, où le jeune me disait non, je n'avais pas pris l'aspect maths en première, du coup, ils n'ont pas voulu que je prenne l'option maths en terminale, je n'ai pas fait de maths du tout, mais je voudrais bien faire des études qui mènent à une business school. Déjà, pour les prépas, c'est mal barré. Parce que, en première, il est souhaitable
de maths. Et puis qu'il y en ait également un en terminale, mais là en terminale, ce n'est pas forcément les maths de spé, ça peut être aussi l'option de mathématiques complémentaires. Alors quand je dis que ça peut évoluer, c'est par le fait que demain, l'année prochaine, il y aura un tronc commun de mathématiques en première et que du coup, certains n'ayant pas pris la spécialité maths pourront prendre quand même l'option de maths complémentaires. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut au minimum un enseignement de maths en terminale. Et vous voyez, il faut regarder ce genre de choses. Et il ne faut pas seulement le regarder quand on est en terminale, parce que le jeune de terminale qui regarde ça lorsqu'il est sur le portail se dit « Oh là 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 là, je n'ai pas pris les maths, et pourtant… » Vous voyez, bon. Donc, c'est dès la seconde qu'il va falloir parler avec lui de ce sujet-là, parce qu'en seconde, il choisit ses SP de première, et des SP de première découlent les SP de terminale. Alors, l'ONICEP avait mis un outil, je crois, en place il y a 2 ans. Oui, absolument. Là, voilà. Alors, il s'appelle Horizon 21e. Voilà. Alors, on ne tape pas le petit E quand on va sur un site internet, on tape Horizon. Je sais bien que ça pourrait faire allusion à certains partis politiques, je crois. Horizon 21.fr, et vous retrouvez là. C'est un site un peu généraliste, qui n'est pas clivant. C'est là l'avantage, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre à la disposition de vos jeunes, parce que il ne dit pas ce qui est forcément impossible, mais il le met grâce à des barres, vous voyez, entre 0 et 100%, faire les choix les plus positifs possibles. Donc, ça a quand même une belle nécessité et ça peut permettre de rentrer en dialogue avec les enseignants, les cadres ou les parents en charge d'orientation. Voilà, donc on vous le conseille, on le mettra évidemment sur le… Voilà, parce que vous faites des simulations. On ne met pas la formation pour trouver des spécialités, on fait des combinaisons de spécialités et on voit ce que ça fait sur les formations. Alors, ça ne rentre pas autant dans le détail, ça ne remplace pas la fiche de formation Parcoursup, où là, on vous dit directement, la formation, elle dit que telle et telle spécialité était incontournable, ou tel enseignement d'option était incontournable, ce qui suppose sûrement une spécialité en première. Eh bien, là, on ne va pas dans ce détail-là, mais déjà, on voit apparaître des grandes lignes. Donc, dès la seconde, comme vous le voyez, ou en première, vous pouvez faire un certain nombre de simulations à partir des spécialités. On part des spécialités et on va vers les formations et pas le contraire. Alors, sur Parcoursup, ce sera l'inverse. On part de la formation et on évoque les spécialités. Mais c'est plus ouvert sur Horizon 21e, bien sûr. C'est pour ça que je vous disais, on travaille sur celui-là et ensuite, on va vérifier dans les fiches comment ça correspond. Alors, on va demander, parce que nous avons des assistants autour de nous, et Catherine de la FADEC a peut-être déjà une question à nous poser ou une demande de précision. Ou alors, on continue. Catherine. Oui. Alors, effectivement, nous avons beaucoup de questions qui sont souvent assez précises. Je vais en garder plusieurs. Il y en a une qui demande si on trouve toutes les formations qui ont un titre RNCP sur Parcoursup. Et si ça n'est pas le cas, pourquoi en fait ? Alors, ne seront sur Parcoursup que les formations RNCP éligibles à l'apprentissage post-bac. Donc, une formation RNCP en un an, par exemple, après un Bac+2, ne sera pas sur Parcoursup. Après Bac+2, c'est normal. Là, c'est ça, voilà. Alors, prenons plutôt une proposition d'un titre RNCP en 3 ans post-bac. S'il n'est pas préparé en apprentissage, il ne figurera pas sur Parcoursup. Seuls les titres RNCP préparés en apprentissage sont sur Parcoursup. Alors, réponse est claire. Catherine, deuxième question. Oui, une autre question concerne les nouveautés de cette année sur l'option mathématiques. On vous demande l'option mathématiques tronc commun et la possibilité de maths complémentaires après. On vous demande de repréciser ça, si vous le pouvez. Vous êtes bien d'accord d'abord, ça ne va pas s'appliquer aux élèves que vous avez actuellement en terminale. Mais on est en train de se projeter sur une plus simple. On est d'accord là-dessus. Alors, Jean-Marc. Alors, en fait, il y a tout d'abord, l'idée, c'est de pouvoir prendre une option facultative en terminale qui s'appelle mathématiques complémentaires.
qui n'est pas, donc la maths, c'est pas une des spécialités de terminale, c'est une option de terminale. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation d'avoir pris des maths de spécialité en première pour suivre l'option facultative de mathématiques complémentaires. Le problème, bien sûr, c'était que dans l'ancien système, celui qui n'avait pas pris de maths de spécialité en première avait un trou complet d'enseignement de mathématiques pendant un an, avait perdu la mécanique mathématique, on va dire, enfin le raisonnement, la logique mathématique, les habitudes du travail mathématique, et donc souvent, où il n'osait pas prendre des maths complémentaires, où il était dissuadé par son établissement de prendre des maths complémentaires. Et donc, c'est un peu pour pallier cette difficulté et de voir que certains jeunes, finalement, réduisaient leurs possibilités d'études en ne pouvant pas prendre des maths complémentaires, qu'on a mis en option cette année en première un tronc commun de mathématiques qui, je vous le rappelle, deviendra obligatoire en première à la rentrée prochaine. Troisième question. Non, je crois que nous pouvons pour le moment. continuer, nous pouvons avancer. Nous referons un petit point question lors d'une prochaine. Merci Catherine. Alors, nous revenons sur les attendus parce qu'on va voir qu'il y a deux types d'attendus, des attendus nationaux et des attendus par établissement qu'on appelle complémentaires. Jean-Marc. Voilà, donc, les attendus… Oui, je reviens en arrière. Voilà, les attendus nationaux et les attendus complémentaires. Voilà, donc, si vous voulez, dans toute formation, eh bien, toute formation a dû rédiger ses attendus à l'entrée. C'est-à-dire que, et donc pour des diplômes nationaux, ce sont les corps d'inspection générale qui ont rédigé des attendus nationaux. Donc pour cette formation-là, comme ici la prépa ECG, vous aurez, quel que soit l'établissement, les attendus nationaux sont tous les mêmes. La partie de gauche, hein, la partie de gauche, attendus nationaux, identiques. Voilà. Les TPG, CG ont les mêmes attendus nationaux. Voilà, montrer des qualités de réflexion, d'argumentation, de rédaction, raisonner rigoureusement à l'écrit comme à l'oral, etc., etc., etc. Et donc ça, c'est valable pour tout le monde. Et puis, l'établissement a la possibilité d'ajouter ses propres attendus. Éventuellement, il va avoir des exigences complémentaires. Par exemple, ici, on dit qu'ils aient de l'intérêt pour les mathématiques et un niveau minimum correct en spécialité mathématique ou bon en option maths complémentaire. Vous avez des formations, là ça va, ça veut dire que déjà quand vous lisez ça, ça veut dire qu'ils vont classer les gens qui ont pris des maths complémentaires. Tu dis il, c'est l'établissement. L'établissement. Mais certains établissements dans leurs attendus vont faire comprendre aux gens que l'option de maths complémentaire ne suffit pas. Et vous voyez, donc l'établissement va ajouter des précisions, il faut y être attentif parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on postule à deux choses, c'est une formation et un établissement. Et chaque établissement a sa façon propre de recruter. Alors, on n'est pas obligé, l'établissement n'est pas obligé de mettre des attendus complémentaires, il peut se limiter aux attendus nationaux. Il peut très bien se limiter aux attendus nationaux, il peut ne rien ajouter ou ajouter très peu de choses. Il peut aussi ajouter des choses plus qualitatives, moins centrées sur la formation, en disant on appréciera que… voilà. Alors, il y a un autre élément, c'est bon, c'est bien de dire qu'on voit les attendus, mais finalement, la question qui se pose, c'est oui, d'accord, mais sur quels critères? C'est-à-dire, comment on les évalue, ces attendus? Puisque les formations vont classer, mais elles vont classer sur quels critères? Comment on évalue si les gens correspondent ou pas aux attendus et leur positionnement pour un classement? Alors, vous avez quelque chose, vous voyez, qui est écrit en bas à gauche, là, qui s'appelle « Rapport d'analyse des candidatures de la session 2022 ». Très peu de gens vont consulter ce rapport, et pourtant, si on tient vraiment à une formation, si on tient vraiment à cette formation, à cet endroit-là, il est très important de consulter ce rapport. Pourquoi? Parce que le rapport d'analyse des candidatures de la session 2022, c'est un rapport qui a été imposé par le Conseil constitutionnel et qui oblige chaque formation à expliquer comment concrètement on organisé les classements. C'est-à-dire que chaque commission d'examen des vœux, parce que l'établissement réunit une commission d'examen des vœux qui va classer, comment chaque commission a réellement classé.
et quels sont les critères qui ont été retenus, hein, est-ce que c'était les bulletins, est-ce que c'était… voilà, qu'est-ce qui a été retenu, qu'est-ce qui a fait ça? Parce que vous verrez, souvent les gens vous disent, attendez, moi je ne comprends pas, mon fils, il était 3e dans la classe, son copain, il était 6e, et son copain était pris, et pas mon fils. Je ne comprends pas, parce qu'au niveau des notes, il était quand même meilleur. Ah ben oui, mais on va voir que ça ne s'arrête pas là. On va prendre un exemple très concret. Ah, on va prendre, allons-y, toujours notre même lycée, Philippine Duchesne, là, et on regarde au milieu à peu près de notre diapo quels sont les critères utilisés par l'établissement pour analyser votre candidature. Donc voilà des indications, hein, ce que je vous avais annoncé pour vous mettre en appétit, des renseignements qui sont dans Parcoursup. Regardez jusqu'où ça va. Alors, la grille d'analyse, Jean-Marc? Oui, alors à partir de cette année, c'est tout nouveau sur Parcoursup, les formations sont tenues de donner une pondération aux grands champs de critères sur lesquels ils se basent. Vous voyez, par exemple, ici, cette formation-là considère que les résultats scolaires comptent pour 30% dans leur façon de classer, que les compétences et méthodes de travail, le savoir-faire, c'est 20%, mais que le savoir-être, c'est 25% des éléments de classement, que la motivation et la cohérence du projet du jeune dans sa demande de formation, c'est 20%. Bon, en revanche, il ne regarde pas beaucoup aux engagements et activités qui représentent seulement, on ne le voit pas, mais ça fait 5%, puisque ça doit faire absolument 100%. La somme des pondérations, bien sûr, doit faire 100%. Avant, les établissements étaient importants, comme tout était important. On ne savait plus très bien comment ils classaient. Bien, depuis cette année, ils sont tenus d'informer les candidats sur les critères, les grands champs de critères et sur la façon dont ils les pondèrent. Dites donc, les amis, on peut reprendre. Vous n'êtes pas surpris, en fin de compte. Hein, on parle de notes. Hein, l'évaluation sont des notes, des bulletins de notes. Et regardez un peu pour accéder à une CPGE. Hein, on ne parlait pas de BTS, là, hein, d'une CPGE, ECG dans cet établissement. Les notes des résultats scolaires, hein, donc qui se traduisent par des notes, ne comptent que pour 30%. Est-ce qu'on n'est pas en train de revoir là, un petit peu notre système d'évaluation? Bon, oui, d'ailleurs, regardez, on va prendre 3 établissements. Il s'agit que ces 3 établissements sont des établissements qui préparent à la prépa ECG. Voilà, 3 établissements différents. Regardez, alors vous voyez celui du milieu, c'est 60% pour les notes. Et celui de droite, les notes, c'est 25%. En revanche, vous voyez, celui de droite, il va donner beaucoup plus d'importance au savoir-être, avec 30%, alors que l'établissement du milieu se fout apparemment de savoir-être, parce qu'il demande 5%. L'engagement pour celui de droite, c'est 10% des résultats. Alors déjà là, même si ce n'est pas encore à ce moment-là où on va parler du projet motivé, mais on comprend que le jeune qui postule par exemple dans les 2 établissements qui figurent dans les 2 colonnes de gauche ne va pas faire la même lettre de son projet motivé, va sans doute pas écrire la même chose. Parce que dans la colonne de gauche, l'établissement de gauche, il va sans doute falloir qu'il insiste beaucoup sur comment il est, son intime, hein, le savoir-être, tandis que s'il postule dans celui du milieu, il va valoriser plutôt les notes qu'il obtient. Vous voyez déjà comment on peut sortir d'une banalisation du projet motivé rien qu'en lisant ces éléments-là. Alors, maintenant, vous allez certainement poser la question, ouais, mais savoir-être, mais comment on peut évaluer? Alors, on a aussi une petite grille à vous proposer. Alors, en effet, les établissements non seulement doivent annoncer la part des différents champs, mais ils doivent expliquer aussi comment ils les évaluent. Par exemple, pour les résultats scolaires, qui représentaient 30% du champ, bon, ce sont les bulletins et les épreuves anticipées du bac. On verra ce que c'est d'ailleurs les épreuves anticipées du bac. Les méthodes de travail, l'appréciation des bulletins et la fiche à venir. Et voyez aussi pour les profs qui rédigent les fiches à venir en terminale, qu'elle est très importante aussi, parce que là, elle va être évaluée, elle va rentrer dans l'évaluation. Savoir-être, même chose, les appréciations sur les bulletins. Et ça aussi, c'est important aussi de prévenir les jeunes en leur disant attention, attention, attention. Mais lui dire attention en général à un jeune, bon, ouais. Bon. Mais quand vous lui montrez ça, et qu'il est bien écrit noir sur blanc, que les formations qui recrutent vont regarder les appréciations sur les bulletins concernant son attitude et son savoir-être, attention, quelque part,
vous le mettez devant ses responsabilités. Mais ça pose des questions aux enseignants aussi, qui écrivent des appréciations. Celui qui va écrire assez bien, il ne va pas répondre, il ne va pas aider son étudiant ou son élève à accéder à ses savoir-être. Là, on va pas. Voilà, exactement. Ça met aussi en avant la responsabilité des enseignants et de la direction dans la rédaction d'affiches à venir sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Et puis, vous voyez, la motivation et la cohérence du projet comptent pour 20%. Et quel élément central? C'est un projet de formation convaincant. Et un projet de formation convaincant, c'est pas le projet standard que tout le monde a écrit. Ah ben, je vais faire de l'humanitaire parce que ça fait bien. Parce qu'il faudra évidemment montrer qu'on en a vraiment fait et ce qu'on veut faire. Et d'ailleurs, ça se verra dans les engagements, par exemple, les activités extrascolaires, dans le bulletin scolaire, l'ouverture au monde, etc., pour cette formation-là. Vous voyez, tout ça, ça entre en ligne de compte. Et on a tout intérêt à montrer aux jeunes ce qui va compter. Alors, bien sûr, quand ils sont en terminale, mais surtout avant. Parce qu'une fois qu'ils sont en terminale, tout ça, c'est quasi joué, sauf le projet de formation. Motivés. On peut les entraîner, hein, même en collège, je crois, à passer à travers des tamis comme ça pour voir ou comprendre comment ils pourront, quelques années plus tard, remplir leur projet motivé. Parce que tout ça est accessible en libre. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir créé un dossier d'inscription pour accéder à tout ça. N'importe qui va sur parcoursup.fr, eh bien, peut rechercher une formation et consulter tout ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un dossier. Qu'on soit en troisième, en première, en seconde, peu importe, on peut consulter tout ça. Donc, bon, c'est pas tout ça, Jean-Marc, mais maintenant, on va peut-être regarder quelles sont les modalités pour candidater. On a vu ça, voilà, on va rentrer. Ça y est, ça me convient, j'ai envie d'y aller. J'ai trouvé la formation. Voilà, et comment ça se passe? Alors, ça dépend. Et là, il faut faire attention. Alors ici, il n'y a rien de spécial. Hein. Il faut avoir rempli le dossier Parcoursup classique, hein, son projet de formation motivé, bien sûr, c'est obligatoire, mais pas de formalité particulière. Ah bon, alors ensuite, on va passer à Saint-Malo. Alors là, un BTS commerce international, il y a des épreuves de sélection. Eh ouais, il y a un entretien. Et l'entretien va porter sur un certain nombre de choses, des questions sur votre motivation, vos projets, des questions sur votre personnalité, vos goûts, etc., etc. Et attention, il y a des épreuves, il y a même les dates. Donc, il faudra faire quand même attention. Là, il y a des entretiens. Ce n'est pas sur le dossier standard, ça ne suffira pas. Il faut s'attendre à être convoqué à des entretiens ou à une palette, ce qui veut dire qu'on pourra faire un petit deuil sur cette formation si on ne l'est pas. Et puis, cette fois-ci, on est sur le réseau Sciences Po concours commun. Et bien là, on vous dit, attention, c'est un concours, il y a 3 épreuves, ça va être placé là-dessus. On évaluera vos différentes positions sur les différents attendus à partir de ces épreuves et on vous dit les dates, les coefficients, les contenus et même, ne l'oublions pas non plus, et ce n'est pas gratuit, le prix. Donc, évidemment, ça coûte quand même 180 €. Donc, ce n'est pas un endroit où on va candidater juste comme ça. Ça veut dire qu'on est motivé. C'est pour tout le réseau Sciences Po ou c'est Sciences Po par… Alors, c'est pour les établissements qui font partie du concours commun Sciences Po, essentiellement des Sciences Po de province. Ce n'est pas le même concours pour Sciences Po Paris, qui est sur un autre concours, même si Sciences Po Paris a des sites différents. Hein. Il faut pas, par exemple, il ne faut pas confondre les IEP de province, Sciences Po Lille, Bordeaux, etc., et les sites délocalisés de Sciences Po Paris. Alors, au Havre, c'est un site délocalisé de Sciences Po Paris. Donc là, c'est le concours Sciences Po. Donc, ce n'est pas pareil. Là, ce sont les IEP de province. Donc là, on a vu 3 modalités. Un établissement qui n'avait pas de modalité particulière, un établissement qui avait une modalité avec des entretiens et un établissement qui avait une modalité par concours. Alors, on avance un petit peu. Là, qu'est-ce que c'est encore? Encore une spécificité. On est où là? On est au lycée Le Rebourg à Paris, en CPGE, ECT comme économique, commercial, technologique. Et alors? Et alors, c'est réservé à certains baccalauréats. Si vous n'avez pas un baccalauréat technologique, vous n'avez pas le droit de postuler, donc ce n'est pas la peine d'aller gaspiller un vœu, vous n'avez pas le droit de postuler à une prépa ECT si vous ne sortez pas d'un bac techno. C'est vrai aussi pour les spécialités TSI, hein, c'est-à-dire côté sciences de l'ingénieur, option technologique.
Seuls les bacs STI 2D et STL peuvent postuler au GSI. Voilà, on continue maintenant par d'autres éléments que l'on va trouver aussi pour nous aider à déposer la candidature ou pas dans un établissement à travers ces chiffres clés, et on va continuer sur l'exemple du lycée de Rebourg. Voilà, alors. Isaac de l'Étoile, très bien. Isaac de l'Étoile. On a un certain nombre d'informations sur la façon dont l'établissement recrute. Par exemple, on voit bien que si on vient de voie générale, a priori, il y a quand même plus de chances d'être retenu que si on vient de la voie pro. Il y a 8%, et probablement 8%, il y a un quota de place de 8%. Et pareil pour la voie techno. Donc, on voit bien un peu comment on recrute. Et puis aussi, on voit aussi à quelle vitesse elle se remplit. On voit qu'à J+30, elle est déjà remplie à 97%. Vous voyez, on vous donne même en bas un certain nombre d'informations. Par exemple, l'année précédente, la formation a envoyé 182 propositions d'admission. Ce qui veut donc dire, par exemple, que si au début, là, je suis en liste d'attente, mais que je suis 120e, il y a toutes les chances pour que si je veux vraiment cette formation, je sois pris, parce que, a priori, l'année dernière, elle est allée jusqu'au 182e. Ça, c'est une information très importante, parce que quand on est toujours un peu déstabilisé quand on veut une formation et quand on est en liste d'attente. Et parfois, on ne sait pas très bien se situer. Alors là, il faut bien regarder sur les chiffres clés, puisqu'on voit que finalement, si je suis 120e, eh bien, il y a toutes les chances pour que je sois pris, puisque, en gros, la formation l'année dernière est allée jusqu'au 182e. Par contre, si je suis 252e, il est clair que ça ne le fera pas. Et il y a une troisième colonne, en plus, qui nous donne d'autres types d'éléments. Voilà, que deviennent les étudiants après cette formation? Donc, on va voir si on est dans une logique d'études, si on a toutes les chances de poursuivre. Par exemple, on voit qu'ici, on a une chance sur deux, si on a suivi cette formation, pour continuer les études après cette formation. Un jeune sur deux sera inscrit dans une formation après ce BTS, donc probablement dans une L3. Un quart second emploi, et il y en a encore 25% malgré tout qui sont ou à l'étranger ou en service civique, dans d'autres cas, ce qui n'est quand même pas négligeable non plus. Vous voyez, même chose, voilà les informations qui ne sont pas inintéressantes, et d'un établissement à l'autre, pour une même formation, ça peut être très différent. Vous avez des établissements, vous verrez qu'il y a 90% de gens qui sont en poursuite de formation sur un BTS. Alors Catherine, est-ce que de ton côté, tu as eu des questions ou des remarques en disant il y a tout ça dans Parcoursup? Alors, voilà. tout le monde est extrêmement intéressé, extrêmement content. Il y a une petite question technique, en fait, qui demande si on pourra retrouver votre PowerPoint qu'on veut pouvoir lire plus facilement sur la plateforme. Et donc là, je réponds oui. Voilà. Bien sûr. Sinon, il y avait beaucoup de questions qui tournaient au moment où vous en avez parlé sur la question des compétences, des savoir-être, comment ils étaient analysés en fait, ces savoir-être, comment les établissements pouvaient le faire. Alors, on a vu ça, que c'était surtout à travers, tel que c'était précisé, à travers les rédactions des appréciations portées à la fois sur le bulletin et, on va le découvrir tout à l'heure, c'est la fiche à venir. Oui, tout à fait. Et puis aussi, sur la façon de rédiger son projet de formation motivée, parfois, on voit sur certaines présentations dans le projet de formation motivée qu'effectivement, il y a des choses qui ne passent pas. Alors, on va regarder maintenant une diapo qui nous présente comment ça se passe là, dans cette phase de vœux. Jean-Marc. Alors, tout d'abord, ça va se passer en continu, donc il n'y a pas besoin de s'affoler, du 18 janvier au 8 mars. On peut ajouter des vœux, en retirer, et ce, pendant toute cette période qui est de presque 3 mois. Alors, un petit tableau pour nous faire comprendre tout ça. Alors, tout d'abord, chaque jeune peut formuler 10 vœux au maximum, 10 vœux. Mais, en réalité, alors, point très important aussi, c'est que ces 10 vœux, c'est la grande différence avec APB, il n'a pas à les classer, il n'a pas besoin d'exprimer ses préférences au départ. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas une bonne idée, qu'il est en tête
quel est son classement à lui, classement qui pourra évoluer, mais dans le système Parcoursup, à la différence d'APB, on n'a pas besoin de classer. C'est très important parce qu'avant, quand le premier vœu était classé dans APB, le premier vœu, s'il était accepté, tous les autres vœux tombaient, et si le jeune avait changé d'avis, ben, c'était mort. Donc là, il n'y a pas de classement. Donc, pas de hiérarchie et les établissements ne voient pas les vœux, les autres vœux du jeune. On est bien d'accord. Absolument. OK. Alors, 10 vœux. Mais c'est plus compliqué que ça parce qu'en fait, ces vœux peuvent être également multiples. C'est-à-dire que dès lors que l'on est sur la même formation, on va pouvoir postuler à plusieurs établissements de cette même formation. Alors, c'est MCO, c'est plus MUC, mais, eh bien, vous voyez, le jeune a postulé en BTS MCO au lycée X, Y et Z, ça ne comptera que pour un seul vœu. Il peut aller jusqu'à 10 sous-vœux pour un même vœu. Donc là, ça apparaît, vous voyez, dans notre petite animation. Donc ça ne compte que pour un vœu. Oui, donc ça, c'est Voilà. plus facile. Mais il y a quand même une limite de Oui, c'est-à-dire que les vœux multiples sont quand même plafonnés à 20. On peut aller jusqu'à 20 sous-vœux. Mais 20 sous-vœux, ça veut dire qu'il reste encore 8 vœux possibles. Hein, donc, on pourrait aller jusqu'à 28. Dans les faits, mais c'est quand même pas faible, hein, c'est quand même pas… Les jeunes font 12 vœux en moyenne, vœux et sous-vœux confondus. Hein. Alors, tout à l'heure, dans une consultation juste avant cette émission, nous avions une famille qui nous demandait un coup de main. Alors, tu exprimais ça joliment, j'ai trouvé. Il y avait des vœux de… Alors, il y a des vœux de rêve. Je pense qu'il ne faut pas se censurer. À partir du moment où on a cette possibilité d'aller jusqu'à, finalement, 28 vœux et sous-vœux, eh bien, il ne faut pas se censurer. Donc, il faut bien sûr des vœux de rêve. Après, il ne faut pas s'arrêter aux vœux de rêve. Parce que tous les ans, on a des gens qui ont demandé Henri IV, Louis le Grand, Janson de Sailly, qui disent, vous vous rendez compte, je suis sans proposition. Bah oui, mais enfin non. Donc, il faut des vœux de rêve, des vœux de raison. En gros, oui, si je m'évalue, c'est par rapport à ça. Je suis plutôt là-dessus. Et puis aussi des vœux de secours, dans l'hypothèse où même on n'aurait pas obtenu satisfaction sur ces vœux de raison. 3 grandes familles, des vœux de rêve, des vœux de raison, des vœux de sécurité. Et finalement, quand vous accompagnez un jeune, surtout amenez-le à jouer ces 3 types de vœux. Mais qu'il ne se censure pas non plus, ou qu'il ne se laisse pas censurer par tel ou tel prof. Et mais non, mais non, mais non. Non, non, il faut le laisser Allez, la part du rêve. Et puis alors, ce qui va devenir un peu difficile, c'est la petite phrase qu'on vous rajoute là, en bas de cette diapo, là, celle qui vient. Voilà, chaque sous-vœu est traité comme un vœu à part entière dans la procédure. Alors, ça signifie quoi, ça? Ça signifie que pour ce sous-vœu, il va y avoir un projet motivé décrit, une fiche à venir. C'est ça que ça Absolument, parce qu'en réalité, l'établissement ne sait pas qu'il est sous-vœu. Pour lui, il y a un vœu. Et donc, il va évaluer ce vœu. Mais c'est ce qu'on verra tout à l'heure quand on sera au projet de formation motivée. Mais est-ce que si je veux une MPSI au lycée Charles Duchemul d'Orléans, est-ce que je dois faire le même type de lettre que si je postule au lycée Sainte-Geneviève à Versailles? non. Non, forcément, ce n'est pas exact. Et ce qui est attendu n'est pas du même ordre. Ne serait-ce d'ailleurs que sur la capacité de vivre à l'internat, par exemple. Et oui, parce que par exemple, si je postule à Ginette, eh bien, il y a un élément très important qui va être évalué, c'est la vie à l'internat, puisque par exemple, quand on est à Ginette, on est dans un établissement où l'internat est obligatoire, même si vous habitez Versailles. Et internat obligatoire toute la semaine et même ouvert le week-end. Voilà. Alors, nous avons fini pour la phase 1, c'est-à-dire toute cette phase où les jeunes vont mettre leurs vœux et avant qu'ils soient examinés. Est-ce que sur cette première partie, Catherine, tu veux intervenir? Non, parce qu'en fait, il y a beaucoup de petites questions et vous mettriez trop longtemps pour y répondre. Donc, je pense qu'on va passer à la suite. Voilà, on y répondra sur le fil ou à la fin si on a du temps. Alors,